L'enfant, écrit par Jules Vallès, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 11. Le lycée. Mon père était donc professeur de 7e, professeur élémentaire, comme on disait alors. J'étais dans sa classe. Jamais je n'ai senti une infection pareille. Cette classe était près des latrines, et ces latrines étaient les latrines des petits. Pendant une année, j'ai avalé cet air empesté. On m'avait mis près de la porte parce que c'était la plus mauvaise place, et en ma qualité de fils de professeur, je devais être à l'avant-garde, au poste du sacrifice, au lieu du danger. À côté de moi, un petit bonhomme, qui est devenu un haut personnage, un grand préfet, et qui, à cette époque-là, était un affreux garnement, fort drôle du reste, et pas mauvais compagnon. Il faut bien qu'il ait été vraiment un bon garçon pour que je ne lui ai pas gardé rancune de 2 ou 3 brûlés que mon père m'administra parce qu'on avait entendu de notre côté un bruit comique, ou qu'il était parti d'entre nos souliers une fusée d'encre. C'était mon voisin qui s'en payait. Chaque fois que je le voyais préparer une farce, je tremblais, car s'il ne se dénonçait pas lui-même par quelque imprudence, et si sa culpabilité ne sautait pas aux yeux, c'était moi qui la gobais, c'est-à-dire que mon père descendait tranquillement de sa chaire et venait me tirer les oreilles, et me donner 1 ou 2 coups de pied, quelquefois 3. Il fallait qu'il prouvât qu'il ne favorisait pas son fils, qu'il n'avait pas de préférence. Il me favorisait de rouler magistral, et il m'accordait la préférence pour les coups de pied au derrière. Souffrait-il d'être obligé de taper ainsi sur son rejeton ? Peut-être bien, mais mon voisin, le farceur, était fils d'une autorité. L'accabler de pensum, lui tirer les oreilles, c'était se mettre mal avec la maman, une grande coquette qui arrivait au parloir avec une longue robe de soie qui criait, et des gants à 3 boutons, frais comme du beurre. Pour se mettre à l'aise, mon père feignait de croire que j'étais le coupable, quand il savait bien que c'était l'autre. Je n'en voulais pas à mon père, ma foi non. Je croyais, je sentais que ma peau lui était utile pour son commerce, son genre d'exercice, sa situation, et j'offrais ma peau. Vas-y, papa. Je tenais tant bien que mal ma place, empoisonnée, dans ce milieu de moutards malins, tout disposé à faire souffrir le fils du professeur de la haine qu'il portait naturellement à son père. Ces roulés publics me rendaient service. On ne me regardait pas comme un ennemi. On m'aurait plaint plutôt, si les enfants savaient plaindre. Mon apparence d'insensibilité d'ailleurs ne portait pas à la pitié. Je me garais des orions tant bien que mal, et pour la forme. Mais quand c'était fini, on ne voyait pas trace de peur ou de douleur sur ma figure. Je n'étais de la sorte ni un pâtiras, ni un pestiféré. On ne me fuyait pas. On me traitait comme un camarade moins chansard qu'un autre, et meilleur que beaucoup, puisque jamais je ne répondais « ça n'est pas moi ». Puis j'étais fort. Les luttes avec Pierrouni m'avaient aguerri. J'avais du moignon, comme on disait, en raidissant son bras et en faisant gonfler son bout de biceps. Je m'étais battu. J'y avais fait avec Rosé, qui était le plus fort de la cour des petits. On appelait cela y faire. Veux-tu y faire en sortant de classe ? Cela voulait dire qu'à 10h05 ou à 4h05, on se proposait de se flanquer une trépignée dans la cour du Coq Rouge, une auberge où il y avait un coin dans lequel on pouvait se battre sans être vu. J'avais infligé à Rosé quelques atouts qui avaient fait du bruit, sur son nez et au collège. Songez donc, j'avais l'autorisation de mon père. Il avait eu vent de la querelle, pour une plume volée, et vent de la provocation. Rosé ne tenait par aucun fil à l'autorité. Il y avait plus. Son oncle, conseiller municipal, avait eu maille à partir avec l'administration. Je pouvais y faire. Et à chaque coup de poing que je lui portais à ce malheureux, je me figurais que je semais une graine, que je plantais une espérance dans le champ de l'avancement paternel.
Grâce à cette bonne aventure, j'échappai au plus épouvantable des dangers, celui d'être, comme fils de professeur, persécuté, isolé, cogné. J'en ai vu d'autres si malheureux. Si cependant mon père m'avait défendu de me battre, si Rosé eût été le fils du maire, s'il avait fallu au contraire être battu. On doit faire ce que les parents ordonnent, puis c'est leur pain qui est sur le tapis. Laisse-toi moquer et frapper, souffre et pleure, pauvre enfant, fils du professeur. Puis les principes. Que deviendrait une société, disait monsieur Bibelin, une société il faut des principes. J'ai encore besoin d'un haricot. J'eus la chance de tomber sur Rosé. Où qu'il soit dans le monde, s'il est encore vivant, que son nez reçoive mes sincères remerciements. Calice sa narine, sang de mon sauveur. Salutaris nasus, encore un baiser. J'ai été puni un jour. C'est, je crois, pour avoir roulé sous la poussée d'un grand entre les jambes d'un petit pion qui passait par là, et qui est tombé derrière par-dessus tête. Il s'est fait une bosse affreuse, et il a cassé une fiole qui était dans sa poche de côté. C'est une topette de cognac, dont il boit en cachette, à petits coups, en tournant les yeux. On l'a vu, il semblait faire une prière, et il se frottait délicieusement l'estomac. Je suis cause de la topette cassée, de la bosse qui gonfle. Le pion s'est fâché. Il m'a mis aux arrêts, il m'a enfermé lui-même dans une étude vide, a tourné la clé, et me voilà seule entre les murailles sales, devant une carte de géographie qui a la jaunisse, et un grand tableau noir où il y a des ronds blancs et la binette du censeur. Je vais d'un pupitre à l'autre, ils sont vides, on doit nettoyer la place, et les élèves ont déménagé. Rien, une règle, des plumes rouillées, un bout de ficelle, un petit jeu de dames, le cadavre d'un lézard, une agate perdue. Dans une fente, un livre. J'en vois le dos. Je m'écorche les ongles à essayer de le retirer. Enfin, avec l'aide de la règle, en cassant un pupitre, j'y arrive. Je tiens le volume et je regarde le titre. Robinson Crusoe. Il est nuit. Je m'en aperçois tout d'un coup. Combien y a-t-il de temps que je suis dans ce livre? Quelle heure est-il? Je ne sais pas, mais voyons si je puis lire encore. Je frotte mes yeux, je tends mon regard. Les lettres s'effacent, les lignes se mêlent. Je saisis encore le coin d'un mot, puis plus rien. J'ai le cou brisé, la nuque qui me fait mal, la poitrine creuse. Je suis resté penché sur les chapitres sans lever la tête, sans entendre rien, dévoré par la curiosité, collé au flanc de Robinson, pris d'une émotion immense, remué jusqu'au fond de la cervelle et jusqu'au fond du cœur. Et en ce moment où la lune montre là-bas un bout de corne, je fais passer dans le ciel tous les oiseaux de l'île, et je vois se profiler la tête longue d'un peuplier, comme le mât du navire de Crusoé. Je peuple l'espace vide de mes pensées, tout comme il peuplait l'horizon de ses craintes. Debout contre cette fenêtre, je rêve à l'éternelle solitude, et je me demande où je ferai pousser du pain. La faim me vient, j'ai très faim. Vais-je être réduit à manger ces rats que j'entends dans la cale de l'étude? Comment faire du feu? J'ai soif aussi. Pas de bananes. Ah, lui, il avait des limons frais. Justement, j'adore la limonade. Clic-clac, on farfouille dans la serrure. Est-ce vendredi? Sont-ce les sauvages? C'est le petit pion, qui s'est souvenu en se levant qu'il m'avait oublié et qui vient voir si j'ai été dévoré par les rats, ou si c'est moi qui les ai mangés. Il a l'air un peu embarrassé, le pauvre homme. Il me retrouve gelé, moulu, les cheveux secs, la main fiévreuse. Il s'excuse de son mieux et m'entraîne dans sa chambre, où il me dit d'allumer un bon feu et de me réchauffer. Il a du thon mariné dans une timbale, et peut-être bien une goutte de je ne sais quoi, par là, dans un coin, qu'un ami a laissé il y a 2 mois. C'est une topette d'eau-de-vie, son péché mignon, sa marotte humide, son dada jaune. Il est forcé de repartir, de rejoindre sa division. Il me laisse seul, seul avec du thon, poisson d'océan, la goutte.
Salut du matelot et du feu, phare des naufragés. Je me rejette dans le livre que j'avais caché entre ma chemise et ma peau, et je le dévore, avec un peu de thon, des larmes de cognac, devant la flamme de la cheminée.